pense pas qu'on va avoir des guerres chez nous, mais on va avoir de plus en plus de guerres pour les ressources. On va avoir de plus en plus de crises, des gens qui vont devoir en Grèce. J'ai vu il y a 2 semaines, incroyable, la population quitte la Grèce pour aller chercher du travail en Australie. On va avoir de plus en plus d'exodes aussi dans les pays occidentaux pour partir chercher du travail. Beaucoup de Français sont partis à Londres il y a déjà une dizaine d'années. On va avoir de plus en plus de migration pour le travail. Je pense que le renchérissement des prix va nous amener clairement avoir un budget pour la nourriture ou pour les choses simples qui sera beaucoup plus lourd. Ça va être un gros problème. Et puis, il y a aussi toute la logistique. C'est que les villes, ça c'est vraiment le cœur du sujet de mon prochain livre avec Vol Ouest, qui sort maintenant, c'est que le système qui vous permet de vivre dans les villes est extrêmement complexe, extrêmement en flux tendu, et qu'il nécessite une complexité très grande et des sources d'énergie très, très, très bon marché et sans interruption, électrique, pétrole, etc. Si ça viande, très très vite, ça peut devenir le chaos. Et si très très vite les supermarchés ne sont plus alimentés, si les hôpitaux ne reçoivent plus les pharmacies ne reçoivent plus les médicaments tous les jours, si les hôpitaux ne reçoivent plus leurs médicaments toutes les semaines, les villes deviennent un endroit extrêmement difficile à vivre. Et très très vite, on a des mouvements de panique. On l'a vu à New York, on l'avait vu à l'époque avec l'ouragan, on l'avait vu à la Nouvelle-Orléans. C'est très très vite le bordel. Et alors la bonne nouvelle, c'est que les couillons habituels, ils vont aller chercher des télés, des baskets, etc. Ça c'est à Londres, hein. Londres l'année dernière. Mais très vite, c'est la bouffe, l'eau. Et là aussi, ça va. Moi, j'ai pu voir ce que ça donne en Afrique. À l'époque, c'était encore le Zaïre. Quand ça commençait à bastonner, ça devient vite violent. Et ça peut être ça peut être demain matin. Ça peut être dans une semaine. Ça, c'est pas obligé d'attendre 10 ans, d'attendre la fin du pétrole. Il suffit d'une grosse crise qui se généralise, une hyperinflation qui commence à se déclencher. Ça peut faire très très vite, très très mal. Alors, je ne veux pas être anxiogène, bien que je me rends compte que je le suis, mais en plus, ensuite, et on le voit aujourd'hui en Grèce, j'ai vu avant-hier l'annonce, la Grèce a ses premiers cas de choléra. Génial. Parce que quand il y a une crise économique, les systèmes de santé viandent, et derrière arrive le plus grand tueur dans l'histoire de l'humanité, c'est la maladie. Ce ne sont pas les guerres, donc dans les cavaliers de l'Apocalypse, c'est la maladie. Ce sont les épidémies qui tuent. 6 millions de morts en 14-18, 60 millions de morts dans la grippe espagnole 1918-1919. Ça, c'est ce qui tue. Et généralement, ça arrive juste au moment où les sociétés sont un peu faibles. 1348, la peste arrive parce que les sociétés européennes étaient un peu faibles. Là, 50% de la population qui meurt. Paf. Quand ça arrive, ça déconne pas. Et quand on discute avec les médecins à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, bon. Le problème, c'est que quand ça va être le bordel, tout le monde va vouloir partir en même temps. Sauf que c'est pas possible. Donc tout le monde va être coincé. Donc quel va être le monde de demain? Certainement, ce sera un monde avec plus de pauvreté, beaucoup plus de misère chez nous. Il y en a déjà et ça va augmenter. On va voir de plus en plus dans notre monde la fin de l'État-providence. Je ne le souhaite pas, mais je crains que c'est en train d'arriver. C'est déjà en train d'arriver à vitesse grand V. On le voit venir gros comme une maison, hein, avec les austérités, les machins. Alors donnez-leur encore 2 ou 3 ans. Mais la France, ce sera comme la Grèce aujourd'hui. Et la Grèce sera un pays du tiers-monde. Point. Et dans 4-5 ans, la France, c'est un pays du tiers-monde. Point. Il y a trop de dettes. Et comme ils ont décidé de la payer, en la ponctionnant chez vous, on va nous appauvrir à mort. En plus, on ne fabrique plus rien. Donc on va avoir de plus en plus de gros problèmes de pauvreté. On va avoir des réfugiés de plus en plus. On risque d'avoir de l'aide alimentaire. Ou pire, jamais devenir un réfugié. Regardez, dans l'histoire de l'humanité, chaque fois que vous êtes un réfugié, vous êtes très très mal. Et ça, on voit Haïti, par exemple. Le gros problème commence, à mon avis, avec le vide inévitable d'un État qui disparaît parce qu'il n'a plus de capacité économique pour vivre. C'est que le vide est remplacé par la force, qui n'est plus celle de l'État légitime. C'est celle de ceux qui ont déjà la capacité de déployer leur force. Et aujourd'hui, ce sont les organisations criminelles, les mafias, les gangs. Vous en avez déjà pas mal ici autour de Lyon. Eux, ce seront les dangers de demain. Parce que certes, ça va être le bordel, et j'explique dans les bouquins comment on peut s'en sortir au niveau de la bouffe. Enfin, ici à Lyon, par exemple, vous avez beaucoup d'eau, il n'y a pas de problème. Si vous faites les préparatifs nécessaires, on en parlera,
Vous allez pouvoir être indépendant pour l'eau. Pour la nourriture, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, ça se joue. La France, c'est un grand pays agricole. Mais eux, ils attendent que ça pour prendre le contrôle. Et eux, ils n'ont pas de scrupules. C'est pas, cher monsieur, s'il vous plaît, veuillez nous donner votre femme et vos enfants. Non, non, non. Ça va aller très, très mal. Il va y avoir de plus en plus de ces mouvements. Et puis, dans des situations de plus en plus difficiles, l'histoire montre qu'il y a des milices qui se forment. Il y a aussi des tentatives des États de devenir policiers. Et là-dedans, nous autres, pauvres citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? On va sortir de nos métiers de bureau. On n'a aucune chance. Donc, il y a une décision que l'on doit prendre. Et cette décision, c'est est-ce que nous voulons survivre à ce monde? Ça, c'est la première grosse décision. Alors moi, évidemment, j'ai décidé que je vais essayer. Et le concept que j'ai repris, c'est le concept de base autonome durable. Pourquoi? Parce que je crois qu'on ne va pas pouvoir survivre en étant nomade. Il va falloir s'enraciner, il va falloir définir un endroit où on se dit, voilà, maintenant ça c'est chez moi, c'est ici que je vais survivre, c'est ici que je vais retrouver les ressources pour m'en sortir. Autonome parce que la survie, c'est forcément lié à une certaine autonomie. Si vous êtes dépendant de l'État, si vous êtes dépendant de... C'est ça aussi, l'État n'aime pas trop ce discours, parce qu'il n'aime pas les gens indépendants. C'est bien d'être dépendant, pour eux. Si vous êtes autonome, vous n'êtes donc pas dépendant, donc vous avez votre capacité de vivre, vous êtes moins vulnérable. Et puis durable, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer cette crise. 2 mois, quelques semaines, 10 ans, 2 générations, on n'a aucune idée. Aucune idée. Il faut savoir imaginer cette autonomie, cette base sur le temps. Alors, quels sont les éléments clés? Alors, c'est sûr que dans mon premier livre, j'ai plutôt privilégié, parce que c'est le choix que j'ai fait dans ma ferme, une approche rurale. Partir dans la campagne, dans une petite maison, retaper une vieille ferme, rendre autonome une maison, etc. Ça peut être aussi très bon marché. Ça, c'est un ami vers Nice qui vit très très bien et qui développe sa petite caravane avec ce système. Ça peut être mobile. Il y a des gens qui sont passionnés de voile et disent, bah voilà, ma stratégie, ça va être dans une voile. Ou ça peut être de partir. Et chaque fois, chaque stratégie a ses avantages, ses inconvénients, etc. C'est pour ça que je fais un peu de conseils auprès de gens qui me demandent, aide-moi à définir ma stratégie, ou est-ce que ma stratégie est bonne, etc. C'est un peu comme ça que je gagne ma vie en ce moment. Et puis ça peut être en ville. Donc en ville, encore une fois, je parlais des pavillons. On peut avoir l'impression d'être à la campagne, mais en fait vous êtes en ville. Vous avez des modes de vie urbains. Vous êtes dépendant de ces systèmes urbains. Et puis évidemment, en ville, si vous habitez là, donc ça c'est une barre d'immeubles de Genève. Nous aussi, on a nos banlieues avec piscine sur le toit. C'est super luxueux les banlieues de Genève. Enfin bref, si vous êtes là, évidemment, vous avez un problème. Donc survivre là, ça va être un peu plus difficile que si vous avez votre ferme. Donc ça, c'est un peu ce quoi on développe dans le bouquin que je vais sortir dans quelques jours. Mais clairement, il y a les zones urbaines en France où ça va être beaucoup plus dur. Ça, c'est clair, on ne se le cache pas. Ça va être beaucoup plus dur là où c'est orange que là où c'est blanc. Pour bien réussir son autonomie dans la durée, il faut 7 éléments. Le premier, c'est avoir l'autonomie dans la durée pour l'eau. L'eau, ça veut dire capacité de la purifier. Typiquement, à Lyon, c'est facile. Vous avez des rivières, vous en avez de l'eau, ça va. Simplement, il faut la purifier. Aujourd'hui, c'est le service public qui le fait. Mais si celui-ci ne marche plus, est-ce que vous avez un plan B? Est-ce que vous êtes capable de trouver de l'eau facile et de la purifier? Il faut être prévoyant. Est-ce que vous êtes capable de la stocker? Est-ce que vous êtes capable de récupérer de l'eau et de la réutiliser, etc. Tout ça, c'est beaucoup de travail, c'est toute une explication. Mais voilà, je l'explique dans mes bouquins. Deuxième élément, c'est la nourriture. Forcément, après avoir bu, on a faim, on a besoin de boire. Donc l'autonomie au niveau de la nourriture est fondamentale. Ça veut dire potager urbain, dans les campagnes évidemment, mais de plus en plus dans les villes, on voit qu'il y a encore des jardins collectifs, il y a des espaces verts. On se faisait la remarque tout à l'heure devant la gare Pardieu, je ne me souvenais plus à quel point c'était moche. Mais enfin, il n'y a pas un espace vert, ça a tout été bétonné. Ils n'ont pas pensé laisser des espaces verts. En Suisse, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1940 et 1945, il y a eu un plan qui s'appelle le plan Wallen, qui doublait la surface agricole en réutilisant les parcs, les terrains de foot, les plates-bandes autour des routes, etc., etc. C'est de plus en plus dur de le faire aujourd'hui parce que nous bétonnons de plus en plus les villes.
Et puis c'est très joli, hein, les graviers autour des arbres, mais enfin, on ne va pas pouvoir faire pousser facilement les choses. Et bien sûr, à la campagne, retrouver les méthodes agricoles d'antan. Déjà, une chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est stocker des graines. Parce que démarrer votre potager en ville ou à la campagne sans avoir des graines, ça va être compliqué. Donc stockez vos graines, préparez votre nourriture, apprenez à les faire vous-même. Imaginez également votre petit élevage. Moi, je suis particulièrement malchanceux, j'ai perdu mes poules et mes lapins. La revanche sera terrible. Mais on peut imaginer voilà, qu'on peut travailler. J'ai encore des moutons du voisin qui sont dans ma ferme, mais bon, je ne les touche pas, donc ils ne vont pas mourir. Voilà, on peut imaginer la pêche, on peut imaginer la chasse, ça c'est moi. Et puis bien sûr le stock de nourriture pour pallier aux coups durs. Stocker de l'eau, de la nourriture, ça vous permet d'avoir des réserves. Alors c'est là aussi où les gens qui ne lisent pas mon livre, ils comprennent pas, ils me disent toujours ouais, les stocks de nourriture c'est ridicule parce qu'un jour elles finissent. Bah oui, mais je ne dis pas que c'est l'autonomie les stocks de nourriture. Les stocks de nourriture c'est temporaire. L'autonomie c'est l'agriculture, votre propre potager. Les Russes en sont sortis dans les années 90 grâce à leur potager. Sinon ils n'avaient rien à bouffer. Et bien sûr, les stocks de nourriture sont importants, donc il faudrait avoir quelques semaines, quelques mois. Alors moi, j'ai un peu beaucoup, mais voilà, c'est important. Troisième élément, c'est l'hygiène et la santé. Parce qu'une fois que vous êtes nourri, une fois que vous avez votre autonomie dans la nourriture et l'eau, il faut savoir être hygiénique, il faut être propre. Propre pour ne pas attraper des maladies. En bonne santé pour ne pas attraper des maladies. Alors là, c'est vite vu, hein. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses impossibles. Si vous n'avez pas un médecin, un bloc chirurgical... Mais ce qu'on peut faire, c'est avoir une bonne hygiène. Alors là aussi, j'explique dans le bouquin, alors ça paraît cucu, mais clairement, déjà, l'invention du savon et de se laver les mains, ça vous enlève déjà 60% des infections, des bactéries. Enfin, voilà. Apprenez à faire votre savon peut-être. Ayez des stocks. Hygiène dentaire, fondamentale. Sinon, c'est avec la pince que vous allez enlever vos caries. Et ça fait mal. Sans anesthésie, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas savoir quand vous avez votre rage de dents. Si ça arrive le lendemain de la crise et qu'il n'y a pas un dentiste dans le coin et que c'est dans le bordel, les gens ils courent dans les rues paniqués, vous êtes rage de dents, vous faites comment? L'hygiène, notamment des enfants, parce que le museau du cochon, il était dans le caca il y a 5 minutes. Donc le gamin, il va être malade, il va rentrer sur la table de travail où on est en train de cuisiner, il va foutre les mains dessus. Toute la famille va avoir la chiasse dans exactement 24 heures. L'hygiène, c'est les comportements, etc. On oublie tout ça. Mais il vaut mieux les réapprendre maintenant que tout va bien, pour que le jour où ça aille mal, eh ben, on soit prêt, parce qu'on doit réapprendre certaines habitudes. Aujourd'hui, c'est pas grave, si vous êtes malade, vous prenez un Imodium, si vous avez une infection, prenez des antibiotiques, mais demain, on fait comment? On ne sait pas combien de temps ça va durer, cette crise, encore une fois. Ensuite, la bonne alimentation permet la bonne santé. Clairement, si vous mangez sainement, et vous allez manger sainement si vous êtes autonome dans votre nourriture, a priori, eh bien, ou en tout cas, si vous travaillez avec les gens autour de vous pour produire de la nourriture, vous allez voir, le point numéro 7, vous avez plus de chances d'être en bonne santé plutôt que si vous mangez au quick tous les jours, ou plutôt que de manger des produits qui sont fabriqués dans des usines. Et puis, être en bonne santé physique. J'ai pas l'air, mais moi, je fais 1 km de natation tous les jours, je fais 30 minutes de vélo tous les jours, je fais des sports de combat, etc. Et j'ai encore mes kilos de trop, mais qui sont utiles en cas de crise. Mais enfin voilà, la santé physique, alors fumez pas, buvez pas trop, ça a l'air con de dire des trucs aussi simples, mais bon, c'est quand même 250 pages dans mon bouquin d'explications sur les détails. Mais c'est fondamental de récupérer un mode et une hygiène de vie saine. Ensuite, il y a la médecine en tant que telle. Si vous avez des petites blessures, ça, vous devez pouvoir traiter vous-même. Parce que vous n'avez peut-être plus l'essence pour faire un 50 km à vélo pour aller trouver un médecin, ou il va falloir traiter la plupart des maladies vous-même. Donc ça, par exemple, c'est facile. Moi, je fais des cours, ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Cautériser une plaie, mettre une intraveineuse, poser un garrot, je sais faire. Il faut apprendre à le faire, vous pouvez apprendre. Les Croix-Rouges donnent des cours, les hôpitaux donnent des cours, d'urgentisme, etc. Les âmes sensibles, faites attention, ça, vous ne pouvez pas faire. Il faut admettre qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Alors, je parle beaucoup de médecine. Moi, j'aime bien la médecine naturelle, etc. Je pense qu'entre la médecine moderne et la médecine naturelle, vous allez avoir énormément de synergie et de travail en commun. Mais clairement, vous pétez une jambe, fracture ouverte, en tombant du fameux pommier parce que vous étiez en train d'aller chercher les dernières pommes. Ce n'est pas avec des pommades à base d'herbe que vous allez récupérer votre jambe. Donc, il faudra imaginer où se trouvent les médecins les plus proches, etc. C'est des trucs, c'est du boulot, quoi.
La bonne nouvelle, c'est que j'ai un guide sur mon site, pierrot.com, où vous pouvez avoir un guide de médecine de brousse, dentaire et générale, qui vous donne 80% des problématiques usuelles qui peuvent être soignées de manière très très simple. Et si vous ajoutez à cela du savoir-faire, vous allez apprendre à devenir super autonome au niveau de la médecine. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, quelques-uns. Voilà. Il y a un niveau au-delà duquel vous n'y arriverez pas. Il y a un niveau auquel on a besoin de médecine, on a besoin de chirurgie lourde. Et là, si vous avez accès, tant mieux. Sinon, c'est là où commence la spiritualité, dont je ne parle pas dans mon livre. Ayez une trousse, on le voit mal, mais ayez une trousse avec du matériel, avec des médicaments. Prévoyez aussi un petit peu d'autonomie au niveau médical. Donc ça, c'est une des miennes. Donc clairement, j'ai de quoi faire de la chirurgie légère, etc. Ok, quatrième point, c'est l'énergie. L'énergie, c'est le luxe. C'est le luxe, mais il faut aussi se chauffer l'hiver. On est dans des... Alors, si vous habitez en Tunisie, ça va. Si vous habitez en Égypte, ça va. Mais ici, en hiver, on le voit dehors, ça caille. Et c'est assez... Quand vous passez 6 mois sans chauffage avec un climat comme ça, vous déprimez quoi, au bout de quelques temps. Parce qu'on n'est pas habitué. Donc, l'énergie est importante. Alors, tout d'abord, comprendre comment est-ce qu'on peut économiser de l'énergie. Évidence. Avant de la produire, comment on l'économise, comment on peut isoler sa maison, comment on peut être, bien sûr, avec des systèmes traditionnels. Le chauffage à bois, c'est génial, on a encore pas mal de bois, il y en a plein. On peut aussi imaginer des systèmes un peu plus technologiques, des panneaux solaires. Tiens, il faudrait que je mette la photo des miens maintenant. Pour produire l'électricité, éventuellement de l'eau chaude, du chauffage, etc. Tout ça, c'est très complexe, mais c'est tout à fait jouable. Des ampoules, des batteries, etc. Il y a plein de choses auxquelles on doit réfléchir au niveau de l'énergie. Et puis à la fin, simplement, des choses aussi bêtes que des bougies, c'est important d'en avoir. Encore une fois, je fais simple, je fais court, mais tout ça, c'est un pilier fondamental. Cinquième pilier, c'est la connaissance et les savoir-faire. Clairement, il ne s'agit pas d'acheter des choses. Là aussi, la critique est très recevable de dire oui, mais vous dites qu'il faut stocker des choses, acheter des choses. Non, mais en fait, c'est surtout des savoir-faire. Apprendre à cultiver votre jardin, apprendre à purifier votre eau, apprendre à devenir autonome, apprendre à faire de la médecine et de la chirurgie d'urgence, etc. Tout ça, c'est du savoir-faire, ça s'apprend. C'est passionnant d'ailleurs, vous pouvez le faire en famille avec vos enfants, c'est génial. Peut-être pas la chirurgie au début, mais enfin, recoudre un poulet, c'est rigolo. Un poulet mort. Hein. Ouais. La connaissance aussi, c'est important, parce qu'il ne s'agit pas simplement de... Et c'est là où vous allez voir, on commence à évoluer. Il ne s'agit pas... Souvent, on appelle ce genre de mouvance le survivalisme. Bon, c'est une étiquette comme une autre. Mais en fait, il ne s'agit pas simplement de survivre. Il suffit aussi de préserver certaines cultures, certaines traditions et donc certaines connaissances. Personnellement, je trouve que la littérature, mais même le cinéma ou même la musique, moi j'adore, je sais pas, la musique classique, le jazz, le hard rock, le hip-hop. J'en ai gardé plein, je dois avoir 30 000. Bon, ensuite, ça c'est sous format électronique, mais j'ai gardé les CD que j'aime le plus, les films que je préfère, mais surtout les livres, des jeux, la philosophie grecque, les histoires. J'aime bien lire à mes enfants en ce moment, Homère, l'Odyssée, l'Iliade, etc. Enfin, et des livres de la littérature. Moi, je suis passionné de littérature russe, italienne. Là, en l'occurrence, c'est autrichienne, mais française aussi. C'est extraordinaire, la littérature française. Tout ça, il faudra le garder pour nos enfants. Des livres d'école pour leur apprendre. On ne sait pas combien de temps va durer cette crise. Et si ça dure 50 ans, avant qu'on retombe sur nos pattes, qui c'est qui va leur faire l'école? On va se réorganiser, vous allez voir comment. Mais il faut prévoir un petit peu aussi de la connaissance, de la culture, de la civilisation. C'est un petit côté arche de Noé à faire. Et puis, simplement, c'est des savoir-faire utiles. Dans le monde de demain, ce ne sera pas très utile d'être avocat, vendeur d'assurance ou banquier. Là, oui, si vous savez faire que ça, si on vous laisse, on vous nourrira peut-être à condition que vous creusiez des latrines. Mais quoi d'autre? Désolé pour les avocats dans la salle, mais il y a intérêt que vous prévoyiez aussi un autre job à côté. Des jobs manuels, des jobs utiles. Utiles à la société, concrètes. Construire des choses, réparer, médecine, etc. Tout ça, je décris en détail dans mon bouquin, ce qui, à mon avis, vont être les métiers qui vont redevenir importants. Donc, ce qui est génial, c'est que je connais pas mal de monde qui me disent, vous savez, en lisant votre livre, je me suis rendu compte que
Depuis des années, on s'est foutu de ma gueule, on me dit « Ouais, mais ton métier, c'est de la merde, ton métier, c'est de la merde. » Je dis « Mais c'est quoi ton métier ?» Je dis « Ah, on se fout de moi parce que je suis boulanger. » C'est super important. Je dis « Ou alors, on se fout de moi parce que je gagne pas beaucoup d'argent, parce que je suis menuisier. » Ouais, mais c'est génial comme métier. Attends, demain, toi, tu trouveras quelqu'un qui va en tout cas te donner de la nourriture en échange de ton travail. L'avocat, je suis pas sûr. Ouais, mais je peux te défendre, je peux faire... Non, il n'y a plus de procès, il n'y a plus de loi pendant un certain moment. Comment on va faire? Les métiers de la sécurité, police, militaire, etc. Ça, ce sont des métiers qui vont garder, à mon avis. Alors, une fois qu'on a tout ça, on a de quoi bâtir une autonomie résiliente. Et jusque-là, les écolos, les décroissants, ils sont souvent en accord avec moi. C'est à partir de là, ils flippent. C'est à partir de là, ils tiltent. C'est qu'on ne peut pas garder tout ça si on n'a pas la capacité de se défendre. Alors c'est vrai que moi je suis suisse, je viens d'une culture où en Suisse on a une très très forte... pour nous, de se défendre, c'est une évidence. Non seulement c'est un droit, mais c'est un devoir. Et c'est écrit tel quel dans la loi en Suisse. Le citoyen a le devoir de défendre sa famille. Il a le droit de le faire, bien sûr. On a une approche de la défense qui est culturellement très très forte chez nous. Alors, la défense de votre base autonome durable, eh bien, de votre domicile, c'est clair qu'on ne peut pas tous avoir le château ou se cacher dans un domaine tellement grand que personne ne sait que vous êtes là. D'ailleurs, ce n'est pas le projet. Mais certainement, ça veut dire dissuader, d'abord ne pas être là où il y a du problème. Parce qu'on parle de défense, on ne parle pas d'agresser les gens. On parle de se défendre des agresseurs. Et c'est là où je ne comprends pas même les gens qui ont jusque-là tout juste, qui ont tout préparé, ils ont leur potager, leur machin, ils disent « Non, non, mais la violence ne résout rien. » Ouais, bah, tu vas voir sur ta gueule qu'elle va rien résoudre le jour où il y a 12 mecs qui débarquent avec des battes de baseball et des fusils. Une fois qu'ils auront violé ta femme, ta fille, devant toi, et qu'ils vont te foutre un coup de fusil pour ensuite bouffer ta bouffe, ton potager, qu'ils vont tout brûler après, tu seras bien avancé avec tes principes à la con. Ça, pour un Suisse, c'est du suicide anticipé, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, la défense, c'est bien sûr physique, c'est bien sûr la défense physique de votre domicile, etc., la discrétion, bien entendu, mais c'est aussi d'abord, physiquement, commencer dans sa tête de comprendre que vous avez le droit de vous défendre, que c'est un des droits les plus stricts. Moi, j'aime pas le terme droit, moi je préfère le terme de privilège. Nous n'avons pas des droits, nous avons des privilèges permis par notre civilisation. Mais la défense, c'est un des instincts. Et toucher aux enfants d'une femme, vous allez voir comment elle va vous... J'ai une mère de famille, elle défend ses petits, et c'est normal. Mais on est dans une société où on nous a castrés par rapport à ça. On nous a dit non, 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 c'est l'État qui doit s'en occuper. Oui, mais si l'État ne répond pas au téléphone parce qu'il y a les types qui sont en train de fracasser la porte et ils sont en train de venir chez moi et qui ne répondent pas, on fait comment? On ne peut plus rien faire parce que la violence, aujourd'hui, c'est censé être seulement pour les criminels. Et bien sûr l'État. Mais si l'État ne fonctionne plus, ou s'il n'est pas là, ou s'il s'en fout, c'est le citoyen, l'homme libre, c'est un homme qui est capable de se défendre. Alors ça commence par la tête, dans sa tête, ça commence ensuite par la préparation physique, on peut la pousser plus loin, et puis ça va sur les armes. Alors je précise, c'est une page sur 420 dans mon bouquin, mais c'est une page claire. On doit pouvoir se défendre. Parce que si le citoyen n'est pas libre, si le citoyen n'est pas capable de se défendre, si seul l'État est armé, généralement, ça finit en génocide. Ce sont les États qui font des génocides, pas les citoyens armés, pas les citoyens libres. Ce sont les États. En France, vous en avez eu 2 ou 3 de génocides. La Vendée, c'est pas exactement des citoyens libres qui se disent « Allez, je vais sortir dans la rue et je vais tuer 3 millions de personnes ». Non, non, c'est les États. Les États font des génocides. Ce sont les États qui créent des famines, qui tuent massivement des gens. Ne vous laissez pas bercer par l'illusion que la seule violence légitime, c'est celle de l'État. Le citoyen libre, c'est un citoyen qui sait se défendre. En Suisse, on dit qu'un citoyen sans armes n'est qu'un contribuable. Mesdames, vous êtes meilleurs que nous. Essayez. Les femmes tirent mieux que les hommes, aux armes. Hein. Et le reste aussi.
Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, le slogan qui a été repris par les gens qui se préparent, etc., c'est souvent celui-ci. C'est un vieux drapeau de la période de la Révolution américaine et qui dit « Ne me marchez pas dessus ». Et le serpent à sonnette, c'est typiquement l'exemple de, voilà, le serpent n'est pas violent, il ne vient pas chez vous vous piquer dans votre sommeil, chercher la merde. Il reste dans sa tanière, mais si on lui marche dessus, il mord et sa morsure est mortelle. Et ce concept est intéressant, nous ne sommes pas des gens violents. En fait, pour être précis, nous sommes des pacifistes, mais nous ne sommes pas des non-violents. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Me faites pas chier. Et je vous accueille et je partagerai ma bouffe. Venez chez moi si vous avez un problème. On va discuter, on va essayer de trouver des solutions. Vous allez voir le point 7 qui est le point le plus important. Mais si vous venez avec des intentions hostiles, viens me faire chier, tu vas le recevoir 50 fois plus dans la gueule. 7e point, le plus important de tous, c'est le lien social. Parce que vous n'allez jamais vous en sortir tout seul. Même autonome, même avec une capacité de vous défendre, tout seul vous n'y arriverez pas. Mais dans un monde d'individualistes, si je commence mon discours en disant « il faut que tout le monde se prenne par la main, à se faire des bisous et on va tous y arriver », personne ne va m'écouter, personne ne va me suivre. En revanche, si vous êtes prêt en tant qu'individu, en tant que famille, après, vous allez pouvoir commencer à... en fait, vous le travaillez en parallèle. Et progressivement, vous allez pouvoir aller voir vos voisins, vous allez pouvoir voir vos amis, vous allez pouvoir voir le reste de votre famille et les intégrer à votre préparatif. Et avec un peu de chance, nous pouvons transformer nos villages, nos immeubles, notre quartier, nos villes, nos petites villes d'abord, nos grandes villes, pourquoi pas nos régions. Et mon souhait le plus grand, c'est que nos nations entières puissent devenir des bases autonomes durables. Donc en réalité, mon discours, il nous amène vers le collectif. Sauf qu'il est obligé de commencer par l'individu, parce que sinon, c'est pas crédible. Les mecs qui disent il faut tous que, il y a qu'à, faut que. Montre-moi ce que tu fais d'abord. Ah, mais il faut que. Ouais, bah, ok, on en reparlera. Et c'est pour ça qu'on ne fait rien depuis 30 ans sur le climat, sur les ressources. On ne fait rien parce qu'on est dans un monde individualiste où les doux rêveurs, qui sont avec des bonnes intentions, nous parlent de collectif avant de commencer par l'individu. Ah oui, mais le collectif, ça marche en Afrique. Ça marche dans les clans des tribus arabes, ça marche en Asie, mais ça ne marche pas en Occident. Parce qu'on est devenu comme ça. Je ne dis pas que c'est bien, je le constate. Donc commençons par l'individu, point 1, point 2, point 3, point 4, point 5, et ensuite le lien social. Et ça veut dire renouer les relations, réapprendre à parler à nos voisins. Je veux dire, dans les montagnes suisses, mon foie, il souffre, hein, parce que alors, ça picole. Hein. Et puis ils ont une descente... En plus, moi, je suis plus chétif. Je suis tout maigrelet par rapport à eux. J'ai pas, ils sont comme ça. Ils transportent des troncs d'arbres de 100 kg dans mon village. On va réapprendre les rituels liés à la terre. Si nos civilisations occidentales, elles sont liées à certains rituels, tout comme les civilisations orientales ou moyen-orientales ou africaines, elles ont certains rituels, c'est parce que c'est lié à des cycles naturels, à des craintes de problèmes naturels, etc. On va réapprendre, et je ne parle à dessein pas de spiritualité dans mon bouquin, parce qu'il y a déjà trop de choses, ça fait déjà 1h40 que je papote, mais la spiritualité, elle va revenir forcément. Je ne sais pas sous quelle forme. Je me foutais de la gueule d'un royaliste l'autre jour qui me disait non, mais le roi c'est ce truc. Je dis, je sais pas si tu auras un roi, peut-être tu auras un calife, t'en sais rien. Alors, il était tout vexé et tout, mais j'aime bien picouser les gens qui réfléchissent pas beaucoup. Et bref, j'en sais rien ce qui va venir, mais je pense qu'on va revivre dans un monde spirituel. Alors est-ce que ce sera du polythéisme? Est-ce que ce sera une religion abrahamique? Est-ce que ce sera... Je pense qu'on va redécouvrir le lien avec la Terre et en fait avec le cosmos quelque part. Parce que il y a de la on se rassure par les cycles, on se rassure par les rituels, c'est humain. C'est pas par hasard que les grandes religions elles fonctionnent, parce qu'elles véhiculent des principes d'hygiène, de vie, de travail, de fonctionnement. Et ensuite, certaines sont plus adaptées à certaines régions climatiques, géographiques, etc. Mais celles qui sont universelles, elles ne fonctionnent pas par hasard. Que ce soit le Tao, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'islam, la chrétienté, il y a des raisons pour lesquelles ça marche. C'est pas juste qu'on te pète la gueule si tu les obéis pas. Hein. Il y a ça aussi. Mais il y a aussi parce que c'est fondamentalement quelque chose qui correspond à la Terre. Et c'est un agnostique qui dit ça. Hein. Donc moi je suis... On peut pas me targuer de prosélytisme. On va aussi réapprendre à faire la fête. À faire la fête autour des saisons. Là en ce moment c'est la fête en Suisse. Je sais pas, vous faites la Saint-Martin sur Lyon? Ah, c'est bien la Saint-Martin. Peut-être vous faites la fête des Lumières. Saint-Martin, c'est le deuxième week-end, le deuxième samedi de novembre. On tue le cochon pour l'hiver.
Et on fête la fin des moissons, la fin des vendanges, la fin des travaux d'hiver. Moi, j'ai bossé dur pour tout bien préparer le jardin pour l'année prochaine. Une fois que c'est fait, on est fatigué, mais on a envie de fêter ça avec les autres qui nous ont aidés. Par exemple, mon voisin, il est venu avec sa tractopelle, il m'a aidé pendant 2 jours. Ça m'a fait bien avancer le boulot que j'ai fait à la main cet été. Mais voilà, ce lien, il est fondamental, il est très très important. Et puis on va réapprendre à communiquer les uns envers les autres, les uns avec les autres, aussi avec de la technologie, pour que les bases autonomes durables, les régions qui s'en sortent, puissent communiquer les unes avec les autres. Donc ça, c'est un peu l'étape ultime où on va pouvoir communiquer entre nous, parce qu'on va pouvoir s'aider, se défendre, se soutenir. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui parlent, souvent je fais la critique d'un certain multiculturalisme. Et je constate qu'il y a, par exemple, même en France aujourd'hui, il y a des bases autonomes durables qui se préparent, de toute confession, de toute forme, etc. Moi, je prends le pari, on verra, mais je crois que ce qui va nous arriver dans la tronche va être tellement violent et tellement dur que ceux qui se seront préparés ensemble, ceux qui seront capables de passer à travers cette phase difficile, et malheureusement, je pense qu'on ne va pas tous y arriver. Alors ici, vous êtes déjà là, vous avez déjà un sacré avantage par rapport aux écervelés qui sont dehors. Mais à votre boulot, c'est de vous préparer, d'aller ensuite en convaincre le maximum. Parce que plus on est nombreux à être préparés, moins dur sera la chute. Parce qu'on peut essayer de s'entraider. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas aider les autres. Si vous n'avez rien, vous avez juste faim, et quelqu'un qui dit « j'ai faim, donne-moi à manger », j'ai rien, vous êtes deux à avoir un problème. Si en revanche vous avez quelque chose, vous avez le choix de l'aider ou pas. Mais ça, c'est vous qui voyez. Moi, je ne suis pas... Moi, faites comme vous voulez avec vos réserves de bouffe. Moi, personnellement, je trouve que la charité, c'est bien. C'est d'ailleurs quelque chose que les grandes religions véhiculent, par ailleurs. Parce que c'est humain et puis parce que c'est pas gratuit. Si moi je te donne à bouffer, peut-être que tu as des compétences, tu vas pouvoir m'aider, creuser les latrines si tu es avocat, ou m'aider dans les champs, parce qu'on aura besoin de bras, on aura besoin de gens, et puis on aura besoin d'être nombreux. On ne peut pas être tout seul dans la forêt à manger des racines et des lapins en disant voilà, s'il y a quelqu'un qui vient, je le tire dessus. Non, on va reconstruire un monde. Et donc pour se préparer, je vais conclure, pour se préparer, il va falloir faire plusieurs choses. Tout d'abord, décider dans sa tête que oui, on va faire quelque chose. Et l'action enlève la déprime. L'action enlève l'anxiété. L'action enlève la peur. Mais la première chose à faire comme action, c'est virer cette putain de télé qui vous intoxique. Qui a déjà viré la télé ici? 50% de la salle. Excellent. Yes. Ensuite, soyez attentifs à la publicité. Encore une fois, vous êtes tous dans une de ces 400 catégories où on vous a bien catégorisé, on vous a mis dans une petite boîte. Soyez-en conscients. Vous ne pouvez pas y échapper, mais soyez conscients. Faites gaffe à la publicité. Faites gaffe à ce que vous avez envie. Est-ce que c'est vous qui avez vraiment envie de ça? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous a mis cette envie dans votre tête? Les nanas à poil sur les trucs, dans les magazines, la consommation. Ah, si vous achetez ce truc, vous êtes bien, etc. Soyez vigilants, réfléchissez. Vous ne pouvez pas y échapper à 100%, mais essayez d'y échapper un petit peu. Ensuite, virez tout ce qui pollue, ce qui pollue votre esprit. Tous ces trucs de merde où on vous explique qui couche avec qui, machin, les nanas. J'étais l'autre jour dans Paris Match italien, avant-hier. Enfin, moi, c'est sur la survie, sur les machins, tout ça. Et je regardais le truc. Il n'y a que des nanas à poil, il n'y a que des mecs à poil, qui couche avec qui, machin. C'est juste n'importe quoi. Poubelle. Poubelle. Vous allez chez le dentiste, le truc, poubelle. Enfin, désintoxiquez-vous. Préparez votre base autonome durable. Préparez vos liens avec les gens autour de vous. C'est ça qui va être fondamental. Si vous avez encore de l'argent dans le système financier, là aussi, on ne veut pas que je dise ce genre de truc. C'est pour ça qu'on essaie aussi de nous interdire et de nous censurer. Allez dans l'or, allez dans l'argent, sortez votre argent de la banque, gardez le minimum pour recevoir votre salaire tous les mois, pour payer vos factures, mais si vous avez de l'argent de côté, sortez-le, sortez-le, il va être pulvérisé, il va être éliminé dans l'hyperinflation qui arrive. Sortez-le. Alors je sais que beaucoup de gens, ils n'arrivent pas à finir le mois. Alors je réponds dans le deuxième bouquin, on donne des techniques sur comment vous pouvez économiser encore plus, etc. etc. Alors là aussi, je n'ai pas la prétention de tout savoir, parce que j'ai une vie relativement privilégiée, donc il y a des gens qui ont une vie bien plus dure que tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, mais enfin, on essaie de donner des traces. Donc, placez sur de la vraie monnaie, l'argent, l'or, prenez une vie simple, vous n'avez pas besoin des 80% des trucs que vous avez. Micro-ondes,
Il y a plein de gens qui vivent sans frigo, sans micro-ondes, sans télé. Au bout d'un moment, ça fait moins de trucs à payer tous les mois, moins de trucs à remplacer. Et réfléchissez de manière simple. Exercice physique, soyez attentifs aux canaries, c'est-à-dire essayez de trouver des gens ou des sources d'informations qui vous donnent des alertes sur le vrai état de la situation. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'amis dans la police, à force, qui ont adoré mon livre, ils viennent me voir, etc. Ils me disent « Ah, j'adorais ton livre, etc. » Police, gendarme, en Suisse, en France. Et ils me disent des trucs. Donc j'ai 6 mois d'avance sur comment fonctionne la société. Ils me sortent des trucs. Les crimes qu'on voit aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Mais je ne vais pas vous les parler parce que c'est ignoble. Mais c'est juste du n'importe quoi. Des gens avec des vieilles de 78 ans, des trucs, des jeunes, enfin, n'importe quoi. Et ça montre l'effondrement mental qui est en train d'arriver 6 mois à l'avance. Parce que ce qui est marginal au début, bizarrement, dans nos sociétés, devient la norme 10-15 ans plus tard. Donc on commence à avoir des comportements très étranges. Donc les canaris dans la mine sont importants. Les gens qui vous donnent l'information sur ce qui se passe vraiment. Dans le trading, dans le... Voilà. Ensuite, réapprenez les métiers qui ont de la valeur. Si vous êtes avocat, pour éviter de creuser des latrines plus tard, vous avez quand même un avantage aujourd'hui, c'est que vous gagnez a priori bien votre vie. Et donc vous avez un petit peu de temps libre dans lequel vous pouvez apprendre à faire un vrai travail. Pour que vos parents soient un jour fiers de vous. Ou vos enfants un jour soient fiers de vous. Et pas qu'ils vous jettent la merde à la gueule parce que vous ne faites que de nettoyer les latrines, puis eux, c'est des enfants de gens qui vident les latrines, et que la caste, ils seront pour toujours la caste de ceux qui creusent les latrines, ou qui les vident. Et bon, il y a des avocats dans la salle? Yes! Il faut apprendre. Réparateur de vélo, menuisier, des trucs importants. Faites votre stratégie. Commencez par des trucs simples. Par exemple, là, je parraine un site qui s'appelle instinctdesurvie.fr qui va être lancé dans une semaine ou deux, où ils ont un produit, je trouve génial, c'est qu'ils ont créé un sac d'évacuation tout fait pour les gens qui n'ont pas envie de le fabriquer eux-mêmes. Et bien voilà, ils peuvent acheter d'un coup et commencer à apprendre à utiliser les outils qu'il y a dans le sac d'évacuation. C'est tout d'un coup, vous habitez dans une zone inondable, vous avez ça chez vous, évidemment, vous ajoutez vos papiers, des choses qui sont personnelles et importantes. Tout d'un coup, il y a une alarme inondation, vous recherchez là, vous le prenez, il y a des godasses, des vêtements, de quoi tenir 24 heures, 48 heures, vous sortez. L'État français vous encourage à le faire. Ce n'est pas que des farfelus comme moi. Vous allez sur le site du ministère de l'Intérieur, il y a une page qui vous explique comment vous préparer en cas de problème, etc. C'est pareil dans tous les pays. Mais évidemment, leur optique, c'est uniquement les situations locales, donc les catastrophes locales. Bref, la question maintenant, après 1h50 de blabla de ma part, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez continuer votre vie de patachon? Est-ce que vous allez à l'extrême inverse? Et il y en a. Imaginez quelque chose d'extrême. Moi, je crois que le futur, il ne sera pas forcément catastrophique, malgré tout ce que je vous ai dit. Je pense qu'il va y avoir une phase de transition hard, très dure. Mais qu'on va retomber sur nos pattes forcément. Et que le monde qu'on va reconstruire, forcément, il va être notre monde. Donc, par définition, il va être meilleur pour nous, pour nos enfants. Et eux, ils vont s'adapter. Ceux qui vont naître dans ce nouveau monde, ce sera juste la norme pour eux. C'est à nous de faire en sorte, par notre préparatif, que ce monde soit un peu plus équilibré, un peu plus sain et un peu meilleur. Et notre travail, en fait, n'est pas de survivre. J'ai mis « survivre » comme titre dans mon bouquin parce que c'est accrocheur et ça fait vendre. Mais en réalité, le but ultime, c'est de vivre bien. C'est ça qu'il faut comprendre. Et que le processus pour en arriver là, c'est se préparer à des périodes difficiles qui, je crois, sont inéluctables. Mais j'espère me tromper. C'est possible que je me trompe. Donc ne gobez pas tout ce que je dis. Allez vérifier les chiffres, etc., comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je crois que malheureusement, c'est plié. Et je le sens depuis longtemps, j'ai les chiffres, je sens que ça va mal se passer. Mais on est nombreux maintenant. 25 000 livres vendus, plus des centaines de milliers de vues des vidéos. Plus pour chaque livre vendu, c'est 4 ou 5 types qui le lisent. Les gens me disent, je le prête à mes... combien de gens le prêtent à d'autres, etc. Voilà, plein. Il y a un vrai travail qui est à vous de faire pour passer l'info. Et peut-être des gens disent, non, c'est ridicule, non, ça ne marchera pas. Mais enfin, ça aura fait un certain chemin dans leur tête. Si ça se trouve, le monde de demain, il sera bien. Mais il y a du boulot. Et ça ne va pas se faire tout seul. Parce que pour l'instant, on est mal barré. Donc le message que j'ai à vous faire, c'est que vous êtes responsable de vous-même. N'attendez pas que ce soit les autres qui le fassent pour vous. Il n'y a pas de droit à la survie. Ce sera vous qui allez vous démerder.
vous, vos amis, et groupez-vous ensemble, mais l'important, c'est de vous mettre au boulot. Merci beaucoup.